tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons papoter un petit peu autour des épisodes 10, 11, 12, donc les derniers de cette seconde cuvée de Andorre. Donc moi, je m'appelle Cyborgien, et si je fais ces vidéos, c'est pour essayer de communiquer, transmettre, partager un petit peu de ma passion. Donc épisode 10, 11, 12, donc les derniers, qui, alors, pour résumer simplement le concept de ces épisodes-là, ils font le trait d'union entre les aventures de Cassian Andor, ce qu'on a vu précédemment en tout cas, c'est même pas des épisodes précédents, c'est carrément de la saison entière, enfin c'est carrément de la série entière d'Andor, avec Rogue One, qui est donc le préquel de Star Wars. Oui, là c'est déjà un petit peu compliqué parce que le Andor, la série, est déjà le préquel de Rogue One, qui est elle-même le préquel du film Star Wars, le premier de 77. Et ce genre de petit rappel a toujours tendance à rappeler que ça devient vachement compliqué la chronologie Star Wars. Si je veux entrer plus dans les détails, je dirais que, cet épisode-ci, Cassian Andor fait une découverte sur les pratiques de propagande, sur la propagande que l'Empire emploie. En fait, c'est un petit peu la révélation de Andor de cette fin de saison, c'est d'apprendre que, en fait, l'Empire exerce une propagande. Je ne dirai pas sur qui dans quoi pour éviter de spoiler, mais grosso modo, on apprend un peu plus sur la propagande de l'Empire concernant ses réels projets. Enfin, les réels projets qui sont un petit peu spoilés dans la trilogie Star Wars, quoi. Du coup, c'est déjà super compliqué d'effleurer le truc, alors que la révélation est déjà faite. Disons que je pourrais dire que comment ça se fait que la rébellion n'a pas découvert, enfin que le projet Daystar, Étoile de la Mort, l'arme ultime en fait dépeinte dans Star Wars 77, j'ai pas de me gourer entre Étoile Noire et Étoile de la Mort en fait, parce qu'il y a 2 étoiles dans Star Wars, la trilogie d'origine. Comment ça se fait que la rébellion n'a pas appris plus tôt? Comment ça se fait que la rébellion a appris l'existence de cette arme ultime, mais juste dans le dernier tiers du film. Oui, là j'évoque un argument développé par les haters concernant le fait que, mais comment ça se fait que la rébellion n'a pas empêché la construction de cette étoile de la mort en fait? Comment ça se fait qu'elle n'a rien vu? En fait, on apprend ici quel genre de propagande l'Empire a utilisé. Oui, j'utilise la propagande dans le sens du information venant du gouvernement, le gouvernement de l'Empire, qui se révèle être donc fausse, donc propagande. Comment ça s'appelle déjà ce Trump? C'est Alternative Fact? Et sous quel axe je pourrais analyser le truc? Il me semble que le premier, c'est sur le départ, sur la... Sans spoiler, qu'est-ce que je pourrais dire? Apporte une réponse sur comment ça se fait que le personnage qui devient un petit peu pilier de Andor, c'est-à-dire le contact de Andor sur la rébellion résistance, Skarsgård, en grosso modo, c'est lui. Comment ça se fait qu'on n'entende plus parler de lui dans Rogue One et dans la trilogie Star Wars, surtout dans Rogue One en fait, alors qu'il est si important pour la rébellion? Disons que l'épisode premier nous apporte une réponse. Le deuxième, c'est sur la chasse, la fuite. Les personnages fuient en fait la ville où ils étaient infiltrés. Il y a une fuite. Grosso modo, ils ont appris un truc, et ce truc-là est vital pour la rébellion. Et ils fuient, tout simplement. C'est l'épisode 2 central, fuit. C'est l'épisode de fuite. Ils sont pourchassés en fait par les quelques sbires de l'Empire, par des Stormtroopers par exemple. Et le troisième, c'est leur intégration sur la base de Yavi. Et rien que ce fait-là, ça permet de faire le trait d'union entre la série là, où au départ on voyait Cassian Andor comme un kidam en fait, qui connaît la rébellion mais sans vouloir la rejoindre, enfin qui se rend compte, qui réalise lui-même, se rend compte du côté envahissant de l'Empire, qui est embrigadé au sein de la rébellion, un groupuscule de rebelles. Ça permet de faire un trait d'union entre ces aventures-là de Cassian Andor et Star Wars de 77. Donc le premier qui va être le pilier de l'univers Star Wars. Oui, c'est un aspect que je pourrais dire, aspect positif en fait de cette série-là, c'est que c'est un chaînon manquant entre la prélogie, l'épisode 3, alors avant le site, et Rogue One. C'est le chaînon manquant, c'est un trait d'union, voilà. C'est un épilogue qui ouvre vers. C'est une fin en forme d'épilogue qui ouvre vers l'épisode de 77, le premier film. C'est une descente, c'est un épilogue.
c'est la fermeture de tous les arcs, en fait, développés précédemment. Et on sait qu'elles ne peuvent pas être heureuses. C'est un petit peu ça qui me dérange. Il faut pas s'attendre à ce que ce final-là, ce dénouement-là, finisse en feu d'artifice. Comme l'étaient les épisodes précédents, ce n'est pas possible. Il faut juste s'attendre à ce que ce soit une lente descente les mecs réalisent que ils sont dans un cercle vicieux. Ils sont dans un cercle, enfin tout le piège se referme sur eux et ils ne voient pas d'issue possible. C'est un petit peu près cette ambiance-là. Ah, il y a aussi un truc, alors ça je ne le maîtrise pas du tout. Il y a aussi un truc que j'ai observé, c'est que il y a certains plans qui semblent répondre à la série Star Wars Rebels. Alors déjà, dans la semaine précédente, je parlais de l'imbrication des événements. Bah, en grosso modo, il y a Mon Mothma qui rejoint la base de Yavin. Bah, grosso modo, alors, si j'en crois ceux qui ont vu le dessin animé, les fans qui connaissent le dessin animé, il y a certains plans qui renvoient à Star Wars Rebels. Oui, alors Star Wars Rebels, c'est une série qui se déroule chronologiquement entre l'épisode 3, alors on les cite, et l'épisode 4, à Nouvel Espoir, donc la pouille de 77, où l'on montre un petit groupe de rebelles. Et cette série se déroule parallèlement à la série Andor. Oui, c'est une série qui se déroule en fait chronologiquement parallèlement à la série Andor. Les personnages récurrents de Clone Wars qui débarquent dans Star Wars Rebels, donc qui existent en parallèle à Andor. Et Star Wars Rebels nous le montre. Et l'épisode là, en fait, bah, il y aurait des versions live action de Star Wars Rebels. Et je ne maîtrise pas du tout, je ne suis pas arrivé encore là. Disons que je suis un petit peu embêté sur ces 3 derniers segments-là, parce que bah, c'était difficile de faire aussi fort, puissant que les segments précédents. Parce que disons que j'étais très mitigé au moment de la reprise, parce que bah, je me disais que la forme de Rogue One, ça va être pendant 4 histoires, donc chaque année, donc une histoire, on va aller voir Andor en mission et perdre un allié. Parce que les alliés qu'il a vers la fin de la première QV, ils reviennent pas dans Rogue One, on les voit pas dans Rogue One. Donc je me dis que le seul intérêt de voir les 4 missions, ça allait être les circonstances dans lesquelles ces alliés sont morts. Or, quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai vu à partir de la deuxième mission, en fait, que la deuxième mission s'avère être cruciale dans le sens où on voit la rébellion se réveiller. Voilà. On voit la rébellion, enfin, en venir aux armes. Et on voit en fait les conséquences du comment ça se fait que qu'est-ce qui a déclenché la rébellion concrètement. Le moment où un groupe de personnes a ouvert les yeux et que ce ne sont pas juste des personnes en fait disparates qui se sont rassemblées. Non, il y a un groupe de personnes qui a ouvert les yeux. Il y a un groupe de personnes qui a décidé de s'exiler sur Yavin. Voilà, il y a tout ça qui entre en jeu et ces missions-là, en fait, dans Andorre, permettent d'expliquer cela. On comprend maintenant un peu mieux les dessous de l'affaire. Le dessous de l'affaire étant l'arme ultime de l'Empire que l'on voit dans Star Wars le premier. Le problème que j'ai en fait avec ça, c'est que dans Andorre, c'est tourné comme un spoiler, enfin c'est tourné comme une révélation, comme un twist. Ça permet à nous de comprendre mieux pourquoi est-ce que la rébellion a eu ça si tard, assujetti, totalement soumis à la propagande de l'Empire. Mais le problème, c'est en mettant ça vers la fin, bah, il y a un côté, bah, c'est spoilant le truc quand on connaît le dessous de l'affaire. Oui, mais un petit peu, comment c'est spoilant que dans Star Wars, on connaisse les liens entre Darth Vader et Luke Skywalker dans la trilogie originale. Quand on révèle ça, c'est spoilant. Mais le problème en question, c'est que dans la prélogie, c'est logique, en fait. Quand on regarde la prélogie, bah oui, on est au courant que plus tard, il va y avoir Luke, Leia, il va y avoir un petit peu Yann Solo, il va y avoir une rébellion, donc on s'attend à ça. Et dans Andorre, c'est à peu près pareil. C'est pour ça que je peux pas trop dire que je suis déçu, parce que si on attend en fait de Andorre que ça se finisse en climax, oui, évidemment, on peut être que déçu, c'est que les épisodes 7, 8, 9 ont tellement été intenses qu'on peut être que déçu. C'est pour ça que je suis un petit peu mi-climat mes raisins sur ces 3 derniers segments. Autant la semaine dernière, c'était un climax, mais dont les éléments d'intrigue étaient posés en germe dans les premiers épisodes, ceux que justement j'étais un petit peu mitigé, c'est parce qu'en fait j'avais raté pas mal d'éléments, mais c'est que là, les 3 derniers segments, les 10, 11, 12,
Enfin, simplement, c'est l'épilogue, c'est les personnages sont confrontés à un mur des réalités. Leur adversaire est plus puissant qu'eux, mais vraiment une puissance mais phénoménale, quoi. Ils peuvent rien faire, quoi. Enfin, c'est leur prise de conscience de bah oui, mais comment voulez-vous affronter ça? Ouais, c'est en gros, les personnages que l'on voit sont contraints de se de gagner leur dernier retranchement. Ils sont contraints d'aller dans un endroit qu'ils n'espéraient pas, enfin, contraints forcés, quoi, parce que l'adversaire qui est en face d'eux, il est trop énorme. La menace est trop grande. Donc ils sont terrassés, quoi, ils sont totalement effarés. Et pour finir mon avis sur Andorre, une des meilleures sagas Star Wars, pour ne pas dire la meilleure. Ah, j'ai toujours une petite préférence pour le Mandalorien, mais c'est petite, quoi. Simplement, le Mandalorien, c'est aventure exotique, et c'est la dimension que je préfère en Star Wars. Là, dans Andorre, ça assume son trip de on veut faire une série Star Wars, mais à la mode Seconde Guerre mondiale. Disons que si je voulais être taquin avec le fan de Star Wars, je dirais que la prélogie Star Wars, donc les épisodes 1, 2, 3, la menace fantôme, l'attaque des clones, la revanche des Sith, bah, pour moi, ça n'existe toujours pas. Mais vraiment, je nie leur existence. Encore maintenant, pour moi, c'est encore une usine à blagues. Hein. Et je n'arrive pas à concevoir que ça fasse partie de Star Wars. Par contre, ce que Disney a fait avec Andor, ce qui a été fait là avec Cassian Andor les 2 saisons, et le film Rogue One, ben, pour moi, ça constitue la vraie prélogie à Star Wars. Je range Andor dans le haut du panier, ex aequo avec Mandalorian. Voilà, ex aequo, il n'y a pas de... Y a pas de jaloux. Je préfère encore le Mandalorian. Il y a aussi Azuka que j'adore, mais j'attends de voir la saison 2. Voilà, donc il y a quand même une bonne poignée de séries Star Wars qui sont pour moi, ouais, bonne à voir, bonne à voir. Donc voilà, ce sera tout pour moi sur Andor saison 2. Donc, tchuss tout le monde, à la semaine prochaine.